Peuple d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Yokason Télévision, les peuples d'abord officiels et toutes les chaînes partenaires. Bienvenue à tous dans ces nouveaux numéros de votre magazine qui vous met au cœur de l'actualité à travers la République démocratique du Congo et partout dans le monde. Pour débuter cette nouvelle session, le Conseil des ministres du vendredi 18 juillet 2025 est revenu sur la riposte contre l'épidémie de choléra. Suivez l'extrait du compte-rendu de ces conseils des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katembe. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement s'est apaisantie, elle, sur le renforcement de la riposte contre le choléra et la sortie des crises ainsi que la résilience face aux inondations à Kinshasa. Elle a soutenu avoir mis en place une commission ad hoc chargée notamment de procéder à l'intégration dans une feuille de route stratégique commune tous les plans sectoriels émanant des différents ministères concernés par les deux problématiques de santé publique. Cette feuille de route comprend des opérations claires et systémiques de riposte à l'épidémie de choléra, ainsi que des propositions de sortie de crise et de résilience face aux conséquences des inondations dans le pays. Sous sa supervision, cette commission est composée des ministères de l'Intérieur, des Ressources hydrauliques, de l'Environnement, de la Santé, des Affaires sociales, ainsi que de la Communication et des médias. La présidence de la République, ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa, ont été aussi associés aux travaux de la dite commission et ont également pris part aux travaux de partenaires techniques et financiers. Ils ont exprimé à cet effet leur disponibilité à participer chacun dans son secteur d'action à la mise en œuvre de la feuille de route. Programmée sur une période de 3 mois, cette feuille de route reprend des opérations multisectorielles réparties sur les 4 piliers suivants. Réponse immédiate à l'épidémie de choléra et assistance humanitaire, coordination et communication pour le changement de comportement, renforcement du mécanisme de prévention, des préparations et de gestion des risques de catastrophes au niveau national, provincial et local, activation des travaux d'assainissement de la lutte anti-érosive et réhabilitation légère. Compte tenu de l'urgence liée à la vitesse de propagation de l'épidémie, notamment dans les grandes agglomérations du pays et de la nécessité de sortie de crise des inondations, elle a instruit les ministres d'État au budget ainsi que celui des Finances, chacun en ce qui le concerne, de prendre les dispositions utiles quant à ceux. Nouvelle en quelques lignes. Le 19 juillet 2025, une lueur d'espoir s'est levée pour l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et le M23 AFC ont signé à Doha une déclaration de principe en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Facilitée par la médiation qatari, cette initiative vise à tourner la page de plusieurs mois de violences meurtrières tout en ouvrant la voie à un dialogue pour une paix durable. Et puis, dans ce même chapitre, la déclaration des principes signée à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le M23 AFC a été au centre d'un briefing presse organisé le lundi 21 juillet 2025, co-animé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et son collègue de communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katembe. Suivez. En ce qui concerne la ligne de front, et vous êtes journaliste, vous devez avoir vos réseaux d'information et le constat que vous faites sur le renforcement de certaines positions militaires. Je crois que c'est des indicateurs qui doivent nous rassurer, qu'il a été important et qu'il est important de suivre une procédure renforcée pour se rassurer que de part et d'autre, les parties prenantes rassurent les uns et les autres de leur conviction à s'engager dans un processus de paix. Je crois que le mot est vraiment celui qu'il faut utiliser, processus de paix. C'est-à-dire que cette paix-là, ce n'est pas une paix qu'on déclare
lundi et qu'on réalise mardi, c'est une paix qu'on construit. Et ça sera sûrement la grande facture que la République démocratique du Congo aura à payer, malheureusement, après ce que nous sommes en train de vivre, qui est la volonté de certaines personnes, c'est-à-dire que la paix, on va la construire. On ne va pas la construire, même après la signature de l'accord de paix qui sera signé à Doha. Et il faudra que nous, Congolais, nous puissions nous engager dans ce processus-là. Et ça sera un processus qui va nous prendre un certain temps. Donc, lorsque vous arrivez à considérer cela, vous comprenez qu'il faut passer par ces exercices-là. Et c'est pour ça que la médiation, qui a une expertise mondialement reconnue, l'État du Qatar en règlement de conflits, a estimé qu'avant la signature de l'accord de paix, et c'est ça peut-être qu'il faut arriver à expliquer aux Congolais lambda et surtout à nos populations qui sont en train de subir l'occupation de ces forces, la médiation a estimé qu'on ne pouvait pas aller directement à l'état actuel des choses vers un accord de paix sans amener les parties à affirmer, réaffirmer et à accepter, à considérer la nécessité de cette paix et le fait que la paix à l'état des choses actuelles ne peut s'établir qu'à travers un processus et un processus dans lequel les parties s'engagent. Et c'est pour ça qu'on passe par une déclaration de principe et qu'on va arriver très bientôt à un accord de paix. Et puis, suite à la signature de l'accord de principe pour un cessez-le-feu immédiat, signé à Doha, l'opposant congolais Martin Fayulu, président du parti SID, s'est exprimé sur l'importance de cette avancée tout en appelant à un dialogue inclusif sous la médiation de la CENCO et de l'ECC pour garantir une paix durable et largement acceptée par les Congolais. En image. Vous voyez déjà que les gouvernements actuels est en discussion avec ceux qui ont tué les Congolais. L'Alliance Fleuve Congo et les M23, c'est eux qui sont, ont occupé militairement nos contrées, y compris des Goma et des Bukavu. Mais ils sont en discussion avec les représentants du gouvernement congolais. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La Russie et l'Ukraine, ils veulent discuter, l'Iran et Israël. Donc, vous discutez avec qui vous avez des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons dit, et les évêques de la CENCO et les pasteurs de l'ECC, Église du Christ au Congo, ont voulu que ce dialogue soit inclusif. Inclusif, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, vous avez les partis politiques qui sont dans les coalitions ou pas dans les coalitions. Vous avez la société civile. Vous avez les groupes armés. Dans les groupes armés, vous avez M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Vous avez les Wazalendo qui sont des groupes armés. Vous avez les groupes Zaïre, vous avez Codeco, vous avez Thomas Lubanga et les autres. Le problème, il ne faut pas donner des prétextes à qui que ce soit. Chacun doit venir. C'est pour cela que nous avons appelé cela le dialogue de la vérité, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Vous avez des problèmes, venez, mettez ça sur la table. Tel vous avez du mal, dites ça. On dit que les linges sales se lavent en famille. C'est ça que nous appelons les camps de la patrie. C'est ça que nous appelons les camps de la patrie. Tout le monde. Avant de changer de chapitre, dans un communiqué officiel, Denis Sesanga, président du parti en vol, a pour sa part salué la déclaration de Doha signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le rebelle M23 AFC comme une avancée notable vers la paix. Ces derniers appellent toutefois à renforcer ces protocoles d'accord par un véritable dialogue, enfin de répondre aux aspirations profondes du peuple congolais pour une stabilité durable.
Autre chose dans cette session d'information, à l'occasion du centenaire de la naissance du héros national Patrice Emery Lumumba, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une cérémonie solennelle le samedi 19 juillet 2025 au jardin du Premier ministre. Une rencontre marquée par la mémoire, l'unité, le patriotisme en présence d'anciens premiers ministres, de responsables politiques et des familles de martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cette émission. Judith Suminwa, la carrière politique du héros national Lumumba était brillante, mais hélas brève, comme une étoile filante dans les ciels d'un continent en quête de son indépendance. Toute une boussole pour la génération actuelle. Pour elle, la situation des crises actuelles dans l'est du pays atteste encore la clairvoyance du message patriotique de Lumumba et son analyse sur la menace réelle de balkanisation qui pèse encore sur le pays. Présent à cette cérémonie, Sami Badibanga, ancien premier ministre, a aussi salué l'héritage indéniable de Patrice Emery Lumumba. À son retour, le président du Sénat, Samalou Kondé, prédécesseur de la première ministre Judith Suminwa, a apprécié cette initiative de la chef du gouvernement qui s'inscrit dans la logique de la vision du président de la République. Au-delà des mots, le gouvernement Suminwa veut aussi matérialiser le projet de construction des Lumumba-Ville en souvenir de celui qui a payé de son sang pour défendre le Congo. La bonne nouvelle est au goût de Lambert Mende Omalanga qui parle d'un devoir de mémoire envers Patrice Emery Lumumba. Pour rappel, Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925. Pour son centenaire, la première ministre Judith Suminwa avait imprégné dans le cœur de tous l'importance de célébrer l'héritage de celui qui a marqué la destinée de notre pays avant d'être sauvagement tué le 17 janvier 1961. À Limete, le centre de formation professionnelle Eden redonne espoir aux femmes et filles mères grâce à une formation accessible. Le samedi 19 juillet 2025 à Kinshasa, la promotrice Maggie Kyungu Kilinda a remis de brevet à une vingtaine de participantes, symbolisant une étape décisive vers l'autonomisation et l'insertion professionnelle. Le samedi 19 juillet 2025, une ambiance de fierté et d'émotion a régné dans l'enceinte de l'école Saint-Gabriel à Mombele, commune de Limete. Madame Maggie Kyungu Kilanda, promotrice du centre de formation professionnelle Eden, a procédé à la remise officielle des brevets à une vingtaine de femmes et filles mères ayant suivi une formation complète en éducation de la maternelle. On est en train de former de filles, de jeunes filles, ceux qui ont obtenu des diplômes jusqu'à présent, ils n'ont pas d'emploi, donc ils ont fait des options auxquelles qui ne leur permettraient pas d'avoir des emplois. On les encadre ici, n'importe quelle option, et puis ceux qui ont fini aussi, même l'université, nous avons des licenciés, des gradués, tout ça, ils n'ont pas d'emploi, ils sont venus chez nous, on est en train de les encadrer, surtout les filles mères, parce que dans la société ici chez nous à Kinshasa, parfois les filles mères sont un peu discriminées, mais on les récupère et puis on est en train de les encadrer afin qu'ils puissent être utiles dans la société. Ils suivent la formation pendant 9 mois, donc c'est comme l'année scolaire, on commence au mois d'octobre et nous terminons à la fin du mois de juillet. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons prévu cette cérémonie de remise des brevets. Le centre Eden s'engage dans une mission noble, outiller les femmes, jeunes filles mères et même les hommes sans emploi ou à faible qualification en leur offrant une formation adaptée et accessible. Face à une société marquée par de nombreuses formes de discrimination, cette structure devient un véritable levier d'émancipation et de résilience. Je n'ai pas dit de manière générale, même aussi les hommes. Parce qu'ici chez nous, les hommes, ils ont peut-être un peu honte là de se dire que moi, je puisse enseigner à la maternelle, tout ça. Donc ici, on prend tout le monde. Mais cette année, on a eu quand même des filles, on parle de filles, des femmes, on parle donc de tout le monde. Ça concerne tout le monde, surtout les filles mères, même ceux qui ont des niveaux bas. On commence d'abord par la formation, on les encadre d'abord, ceux qui n'ont même pas
obtenu aussi les diplômes. On avait quelques personnes qui n'avaient même pas obtenu les diplômes. On a commencé à les encadrer dans le cours d'alphabétisation par après. Et ils sont allés présenter l'autodidacte et ils ont fait aussi la formation des éducatrices de la maternelle. Organisée sur une durée de 9 mois, la formation comprend des modules en alphabétisation, en éducation préscolaire et dans d'autres filières professionnelles. Avec seulement $10 d'inscription, le centre permet aux bénéficiaires d'accéder à un savoir utile, de se rendre compétents et économiquement autonomes, notamment dans leur foyer. Je dirais que pour moi, ça a été un bon moment. C'est un moment qui m'a fait découvrir les talents, le potentiel que j'avais en moi, que j'ai eu à découvrir à travers cette formation. Je suis dans le domaine de la maternelle. Je suis éducatrice maintenant là parce que je viens de finir avec ma formation. En mettant l'accent sur l'apprentissage de proximité et l'égalité de chances, le centre Eden s'impose comme un modèle de réinsertion sociale et professionnelle pour de nombreux citoyens marginalisés. Madame Maggie Kyungu a réaffirmé son engagement à élargir l'impact du centre et à ouvrir ses portes à tous ceux et celles qui veulent apprendre. En République démocratique du Congo, la dot reste un pilier majeur pour le mariage coutumier. Mais l'inflation et les exigences démesurées de certaines familles transforment cette tradition en une charge écrasante pour de nombreux jeunes. Incapables d'en supporter les coûts, certains contournent la coutume en choisissant le concubinage. Un regard sur une pratique en mutation, tentative de réponse dans ces reportages. Autrefois, en République démocratique du Congo, la dot coutumière était avant tout symbolique. Elle s'est composée de quelques biens modestes, de pagne, du sel, une somme d'argent raisonnable et parfois un petit lot de vivres. L'essentiel n'était pas la valeur matérielle, mais le geste de respect posé par le futur marié envers la famille de sa fiancée. Aujourd'hui, cette tradition a catégoriquement changé de visage. Sous l'effet de l'inflation et d'un certain esprit de profit, certaines familles dressent des listes de dots de plus en plus longues et coûteuses. Appareils électroménagers, meubles, sommes d'argent exorbitantes, tenues de luxe, boissons en grande quantité. Les exigences dépassent largement le moyen de jeunes. La dot souffre d'énormes problèmes. Non seulement du point de vue traditionnel, mais aussi dans la tradition. C'est-à-dire, chaque famille, chaque individu définit la dot selon sa conception. Voyez-vous? Or, si vous interrogez la loi, j'invoque la loi parce que c'est l'une des sources de droit. Et le droit tire ses origines dans la coutume. Lorsque vous interrogez la loi, à l'occurrence le Code de la famille, dans son article 361, alinéa 3, il est dit que, nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique. Ok? Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, la dot n'est plus symbolique parce que ce qui est symbolique ne peut pas être extravagant, ça ne peut pas être quelque chose d'extraordinaire, ça doit rester dans l'ordinaire. Aujourd'hui, les familles demandent la dot en tenant compte de leur situation familiale. S'ils sont dans une famille nantie, ils sollicitent la dot selon leur mode de vie. Si leur fille est le licenciaire ou gradué, elle demande la dot en tenant compte de sa qualité scientifique. Face à ces pressions financières, beaucoup finissent par renoncer au mariage coutumier et choisissent de vivre en concubinage. Vous savez, le non-respect de la coutume nous amène vers les Yakatovani. Vous connaissez les formules de bac à forme en mathématiques, c'est-à-dire à la place de suivre la voie normale pour contacter les mariages, et vous contournez cette voie-là. Et ça décourage les jeunes. Actuellement, les montants que les familles demandent comme dot, ça peut nous amener à constituer la vie autrement, à faire l'affaire et puis d'évoluer dans la vie. Donc je demanderai aux familles de rester dans la coutume et d'être conformes à la loi. La dot peut être symbolique, nous devons rester dans les symboles. À force de trop demander, on finit par tout perdre. Rappelons que les mariages est l'union officielle entre deux personnes, reconnues par la société, la loi, la tradition, pour former une vie commune. En sport, l'AS Simba Dekoloesi a inscrit son nom en lettres d'or en remportant la Coupe du Congo édition 2025. Le club Lualabé a
triomphé du FC MK de Kinshasa sur les scores étriqués de 1-0 le dimanche 20 juillet 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte, décrochant ainsi un titre historique et mérité. Suivez. Deux équipes, un seul objectif, soulever le trophée de cette prestigieuse Coupe du Congo. La Coupe du Congo, parrainée Coupe du Président édition 2025, a rendu son verdict ce dimanche 20 juillet 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte, à la suite d'une finale palpitante opposant le Football Club MK de Kinshasa et la Simba de Kolwezi. Avec un parcours honorant, les deux équipes se sont présentées sur la pelouse avec la seule idée, celle de soulever le trophée pour entrer dans l'histoire. Une première période équilibrée avec des actions intéressantes de part et d'autre, mais sans pour autant bouger le filet. Malgré les intentions qui ont été bonnes, les deux équipes iront dans le vestiaire avec un score de 0 but partout. Au retour de frais, sous les yeux du ministre de Sport Didier Boudimbu et celui du Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, les deux équipes vont monter pour pousser à fond. Dans une deuxième période très fermée, il faut attendre la 90e minute de jeu pour voir les filets bouger. Sur un coup de pied arrêté, bien négocié par Jacques Mangoma, ancien de l'As Vita Club. 90e minute de jeu, 1-0. Mangoma Jacques, pour négocier ses coups francs. Mangoma, c'est désormais son point fort. Mangoma Jacques, pour délivrer complètement l'association sportive Simba de Kolwezi à toute fin de la partie sur ses coups francs. Les Kamikazes remportent leur tout premier trophée majeur national, devenant ainsi la première équipe Lualabèze à réaliser cet exploit. Avec cette victoire, la Simba succède à l'AS Vita Club et empoche le pactole de $250 000. Et de son côté, le Football Club MK va se consoler avec $150 000 de récompense. Classé à la 3e place, l'US Sokozaki a obtenu $100 000 et la C Rangers 4e, $70 000. Et après tant de critiques sur la cagnotte du champion et vice-champion de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PF-Kin, le ministre de Sport a remis un chèque de $50 000 au Football Club Mweka, champion de la 108e édition de l'EPFKIN, et $20 000 au Football Club Nouvelle Vie, vice-champion. Ainsi s'achève en partie cette saison sportive 2024-2025 et nous espérons que les choses seront plus brillantes la saison prochaine grâce à FAS Télévision qui a eu à couvrir aussi certains grands rendez-vous du sport congolais. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette session d'information coordonnée par Béa Kabea et Alexandre Antona. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les prochains numéros et restez branchés sur Yokason Télévision, le peuple d'abord officiel sur YouTube et toutes nos chaînes partenaires. Au revoir.